Soyez les bienvenus à International, dont toute l'équipe est heureuse de vous retrouver. Elle domine encore l'actualité en cette journée. Les images font le tour du monde. Nous parlons bien sûr de la crise, ou peut-être plutôt de la question migratoire. Une réalité, elle divise profondément les Européens. On a vu des barbelés installés dans certains pays, comme la Hongrie, alors qu'ailleurs, des manifestations d'accueil, de bienvenue, sont organisées, notamment en Allemagne ou en France. Notre invité aujourd'hui, Harlem Désir, merci d'être avec nous. Vous êtes précisément en charge du dossier des affaires européennes dans le gouvernement. Beaucoup de questions à vous poser avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayat du Monde, les deux partenaires de cette émission avec TV5. Mais tout d'abord, avant de vous interroger, retour sur quelques images, quelques chiffres et quelques réalités. Les images de haies d'honneur formées par des citoyens allemands pour accueillir des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient la guerre et les persécutions ont fait le tour du monde. Générosité et solidarité sont les maîtres mots de cet accueil chaleureux, mais pour le moins tardif. Car c'est contrainte et forcée que l'Allemagne a décidé de les accueillir, poussée par des migrants toujours plus nombreux, prêts à tout pour venir, et exhortée par une opinion choquée par les drames de cette crise devenue une catastrophe humaine. Nous devons maintenant travailler à la mise en place d'une politique d'asile commune et non pas nous accuser les uns les autres. Nous devons changer les choses. En première ligne, mais après des mois de silence, Berlin plaide donc pour une Europe solidaire. Sauf qu'après la crise grecque, celle des migrants réaffirme la division de l'Union européenne. Face à l'afflux massif d'étrangers, chaque État joue sa propre partition, posant la question pour certains de la véritable nature de leur régime et contraignant le président de la Commission européenne à taper du poing sur la table. En dépit de nos fragilités et faiblesses, de nos craintes, aujourd'hui c'est l'Europe qui est vue par le monde entier comme un lieu de refuge et d'exil. Ce continent a connu une amère expérience, celle de distinguer les gens selon des critères religieux. Il n'y a pas de religion, pas de philosophie, pas de foi quand il s'agit d'accueil des réfugiés. Afin de faire face à la pire crise migratoire en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Jean-Claude Juncker exhorte les 28 États de l'Union européenne à se répartir d'urgence l'accueil de 160 000 réfugiés qui attendent en Italie, Grèce et Hongrie, avant la mise en place d'un mécanisme permanent et obligatoire de répartition. Des mesures rejetées par les pays d'Europe centrale, Hongrie en tête, où les prisonniers devenus travailleurs forcés sont chargés de finir d'ériger la clôture à la frontière serbe. Pourtant, les migrants n'ont pas l'intention de rester dans ce pays qu'ils sont obligés de traverser et où les conditions d'accueil peuvent parfois être inhumaines. Du côté occidental de l'Union, le Danemark, qui refuse aussi l'idée de quotas de réfugiés, n'a pas hésité à suspendre jeudi les liaisons ferroviaires avec l'Allemagne pour empêcher des migrants de passer, alors qu'ils cherchent à rejoindre la Suède, plus accueillante. Dans le reste de l'Union, des centres d'accueil sont aménagés dans l'urgence, comme en France, qui doit recevoir 24 000 réfugiés sur 2 ans, c'est-à-dire ceux qui fuient la guerre, mais pas la pauvreté. Un chiffre dérisoire en comparaison aux 4 millions de Syriens qui ont trouvé refuge en Turquie, au Liban et en Jordanie. Harlem Désir, votre réaction à certaines de ces images insupportables et au fait que les 28 apportent 28 réponses différentes. Il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas de réponse européenne à cette réalité. Nous sommes face au plus important mouvement de population en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et face à cette crise, il ne peut pas y avoir 28 réponses nationales différentes. Il doit y avoir une réponse européenne. Oui, mais face à l'horreur, il faut répondre par l'honneur. Face à l'horreur de ces hommes, ces femmes, ces enfants qui, au péril de leur vie, prennent des embarcations pour essayer de rejoindre les côtes européennes, qui se jettent sur les routes pendant des semaines, des mois, pour essayer de trouver un asile. L'honneur de l'Europe, c'est le droit d'asile. La réponse, c'est celle de la dignité, c'est celle de la solidarité. Et elle ne peut être que commune. Quand on a soi-même, dans son histoire, il y a de cela 25 ans, combattu pour abattre un mur, pour abattre un rideau de fer, on n'en construit pas un nouveau au cœur de l'Europe pour empêcher des réfugiés qui veulent trouver un refuge. On ne le fait pas quand on se souvient qu'en 1956, parce qu'il y avait une répression à Budapest, en Hongrie, il y avait des Hongrois qui trouvaient refuge en Europe et en Angleterre et en France et dans d'autres pays. Donc, il doit y avoir cette capacité aujourd'hui à faire face par nos valeurs
avec de l'organisation, avec la solidarité vis-à-vis des pays où arrivent massivement des migrants. C'est la Grèce, c'est l'Italie, c'est la Hongrie. Et je comprends tout à fait que chacun de ces pays ait besoin de la solidarité, mais pas en renonçant à nos principes, c'est-à-dire celui de la protection des personnes qui sont persécutées et qui ont besoin de notre aide. Vous nous dites, on n'érige pas un mur, mais quand on le fait, comme en Hongrie, ce mur, il existe. C'est pas bien. Alors, pour représenter un magistère de la parole, on peut s'indigner, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? D'abord, concrètement, nous demandons, nous, qu'il y ait une réponse qui repose sur l'accueil de ces réfugiés en enregistrant ceux qui se présentent aux frontières extérieures de l'Europe, dans des centres qui doivent être mis en place, en particulier en Grèce, en Italie, sans doute en Hongrie, pour pouvoir s'assurer que ceux qui ont besoin de bénéficier d'une protection internationale soient accueillis. Et évidemment, ceux qui relèvent de l'immigration économique et qui n'ont pas d'autorisation, eux doivent pouvoir être raccompagnés dans leur pays d'origine dans le cadre d'une politique d'aide au retour et d'aide aussi au développement de ces pays. Ça sera l'objet d'ailleurs d'un grand sommet entre l'Union européenne et l'Afrique à La Valette. Je voudrais qu'on n'oublie pas l'Afrique dans cette situation où il y a évidemment la guerre en Syrie, en Irak, oui. Mais il y a aussi à faire face à notre relation avec le sud de la Méditerranée, avec les pays de la région sahélo-saharienne et même d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique de l'Est qui se présentent aujourd'hui à nos frontières. Et puis, il doit y avoir une répartition. C'est-à-dire que la réponse, c'est pas de faire un mur, c'est de dire je suis aujourd'hui confronté à l'arrivée très massive de migrants qui d'ailleurs en général ne veulent pas rester en Hongrie. C'est un pays de transit plus qu'un pays de destination, qui veulent aller en Allemagne, qui veulent aller en Suède, qui veulent aller en France ou en Grande-Bretagne. Eh bien, faisons en sorte, non pas de refuser ce que la France, l'Allemagne ont proposé avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, mais d'accepter ce système de répartition obligatoire et qui assurera que 28 pays accueillent ces réfugiés et non pas que 5 pays accueillent 75% des réfugiés. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage énorme entre les discours et les actes? Parce que pour l'instant, au niveau du calendrier, où en est-on de la mise sur pied concrète de ces centres d'accueil? Oui, vous avez raison, nous sommes dans une course de vitesse et l'Europe joue sa crédibilité. Elle le joue au regard de ses valeurs, elle le joue aussi au regard de l'efficacité de sa capacité à faire face à ce phénomène, à mettre en place les conditions de l'accueil, les conditions de la répartition et les centres d'enregistrement que parfois on appelle à Bruxelles des hotspots. C'est un mot qui n'est à mon avis pas très adapté. Mais effectivement, si nous mettons beaucoup trop de temps, alors il n'y aura pas de maîtrise de l'accueil de ces réfugiés. Donc pour des raisons à la fois de dignité, parce que ces hommes et ces femmes, on le voit, et moi je veux saluer quand même les maires en France, en Allemagne, les citoyens, les organisations non gouvernementales qui se sont mobilisés pour les accueillir. Ils ont besoin de tout, souvent de vêtements, d'hébergement, de nourriture, de soins. Mais si nous ne sommes pas capables de faire cela, alors nous ne sommes pas à la hauteur du défi et de nos valeurs. Et pour faire cela, il faut aussi que soient mis en place ces centres pour que dès qu'ils arrivent sur les côtes européennes, on puisse savoir quels sont ceux, parce qu'ils viennent de Syrie, parce qu'ils viennent d'Afghanistan, parce qu'ils viennent d'Érythrée, qui ont vocation à être accueillis, et qu'on puisse donc organiser très rapidement, et non pas les laisser sur les routes, et non pas les laisser dans des camps de fortune, ces hommes et ces femmes qui sont en attente de protection. Très concrètement, le calendrier pour ces hotspots, pour la constitution de ces lieux d'accueil, qu'est-ce qu'on en sait? Quand est-ce que ça va se mettre en place? Très concrètement, pour nous, c'est une priorité. C'est ce que la France a demandé notamment aux deux commissaires européens qui sont en charge de ces hotspots, le commissaire Avramopoulos qui est en charge des politiques de migration et le vice-président de la Commission Frans Timmermans qui était avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Je les accompagnais également à Calais il y a 10 jours. Ils se sont, depuis ces commissaires européens, rendus en Grèce et ils ont donc lancé le processus de mise en place de ces hotspots. Ça signifie d'abord qu'il faut débloquer les fonds. Et là, il faut sans doute que la Commission européenne accélère les financements vis-à-vis de l'Italie, vis-à-vis de la Grèce et encore une fois, peut-être d'autres pays où il y a un afflux massif de migrants. Je crois aussi qu'il faudra venir en aide à des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui sont dans le voisinage et qui d'ailleurs ont vocation un jour à rejoindre l'Union européenne, mais par où passent beaucoup de migrants. Je pense à la Macédoine, je m'y suis rendu. Je suis allé à la frontière entre la Macédoine et la Serbie. Ce pays fait face avec les moyens du bord, et j'ai envie de dire, et l'aide du CICR, c'est-à-dire de la Croix-Rouge internationale, et du HCR, mais il a besoin d'un appui européen. Et donc,
Ça sera à l'ordre du jour des réunions de demain à Bruxelles. Il y a une réunion, vous le savez, des ministres de l'Intérieur à laquelle sera Bernard Cazeneuve. Il y a aussi une réunion des ministres des Affaires européennes à laquelle je me rendrai. Et la priorité, c'est effectivement que dès maintenant puissent être mis en place ces centres d'enregistrement. Christophe Ayad, Le Monde. Monsieur Désir, la Hongrie, à partir de mardi 15, va mettre en place, enfin va mettre en application une loi qui oblige les candidats à l'asile à entrer par un certain nombre de points d'entrée ou alors se voient emprisonnés. Est-ce que ces points d'entrée où leurs demandes doivent être examinées, ce sont des hotspots? Je ne le crois pas, malheureusement, puisque la Hongrie, à ce stade, a dit qu'elle n'acceptait pas la mise en place de ces hotspots, de ces centres d'enregistrement et d'identification des migrants. Mais la Hongrie, comme tous les États membres de l'Union européenne, est tenue, qu'il y ait ou non des hotspots, de respecter nos engagements en matière d'asile. D'abord parce que tous les États membres de l'Union européenne sont engagés par les conventions de Genève. Et ensuite parce qu'il y a des règles européennes sur l'asile. Ces règles d'ailleurs sont que quand un demandeur d'asile dépose une demande dans un État membre, c'est l'État membre qui doit traiter sa demande et il doit garder ce demandeur d'asile puisque c'est le premier pays dans lequel il s'est présenté. Ce que nous proposons avec l'Allemagne et la Commission européenne, c'est qu'il puisse y avoir une dérogation à ces règles de Dublin et que quand un pays se retrouve, parce que c'est lui qui est le premier pays d'arrivée, d'une certaine façon débordé par le nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés, on puisse l'aider en répartissant les demandeurs d'asile, ce que nous faisons nous-mêmes quand nous disons nous accepterons 24 000 plus les 6 000 du mois de juillet. Quand nous allons à Munich proposer qu'un millier de réfugiés qui sont aujourd'hui en Allemagne puissent venir en France. Donc la Hongrie, dans son propre intérêt, devrait comprendre que la barrière, le mur, les barbelés, ça n'est pas la réponse. D'abord parce qu'il y a toujours des gens qui finissent par passer au travers de ces barrières dans des conditions terribles. Ensuite parce que c'est une attitude qui va en fait provoquer un afflux de migrants vers d'autres pays. Ça peut être la Slovénie, la Croatie, l'Italie, parce que les trafiquants cherchent à organiser d'autres voies. Il faut que nous cassions les filières de l'immigration clandestine. Ce n'est pas les murs qui permettent de le faire, c'est la coopération entre États membres pour l'accueil des réfugiés et la coopération policière pour lutter contre les trafiquants d'êtres humains. Est-ce que la Hongrie se met hors des lois européennes, avec les lois qu'elle adopte, avec les méthodes qu'elle adopte aujourd'hui? Avec ses barbelés. Avec ses barbelés, elle se met clairement hors des valeurs de l'Union européenne. Les valeurs de l'Union européenne, ce n'est pas de dresser des murs au cœur de l'Europe, ce n'est pas d'ériger des barbelés. Et ce n'est certainement pas que chacun mène une politique nationale différente. Alors qu'est-ce que vous dites à Orban? La réponse à cette crise. Comment réagit l'Union européenne? Demain, il y a ces rencontres des ministres de l'Intérieur et des Affaires européennes également. Quel est le plan B si vous vous trouvez face à une réaction négative de la part de la Hongrie, mais pas seulement? Ou du Danemark, ou des pays d'Europe centrale? Quels sont les moyens de pression? Mais le plan B, ce serait quoi? Ce serait 28 réponses nationales différentes à cette crise des migrations. Est-ce qu'on croit que ça aurait une efficacité? Est-ce que ça aura une efficacité dans les Balkans? Est-ce que ça aura une efficacité en Méditerranée? Est-ce que ça aura une efficacité par rapport à la situation en Libye ou par rapport à la situation aujourd'hui en Turquie ou en Syrie, où il y a, vous le savez, des millions de réfugiés qui sont allés dans des camps en Turquie, d'avoir 28 prises de position différentes, 28 négociations différentes avec la Turquie, 28 façons différentes d'essayer d'aider le Haut Commissariat aux réfugiés de gérer ces camps, 28 contrôles des frontières différents. Tout cela ne marchera pas. Et là, l'Europe est face à un choix historique. Elle joue sa place dans l'histoire en termes de valeur, en termes de dignité dans l'accueil des réfugiés, mais aussi en termes d'efficacité. Il n'y a qu'un contrôle commun des frontières extérieures commune de l'Union européenne qui peut être efficace. Ce dont nous avons besoin, c'est mettre en place des gardes-frontières communes. Nous avons commencé avec Frontex, avec cette opération notamment en mer Méditerranée qui vient en aide à ceux qui sont dans des embarcations et qui permet de les secourir. Mais cette opération, elle doit aussi être complétée par ce qu'on a appelé EUNAVFOR-MED, c'est-à-dire la lutte contre les trafiquants, contre ceux qui affrètent ces bateaux. Nous sommes à une phase aujourd'hui d'identification de ces trafiquants. Il faut aller jusqu'à pouvoir mettre hors d'état de nuire les bateaux qu'ils utilisent, tout en sauvant évidemment ceux qui sont sur ces embarcations. Il doit y avoir une politique commune, encore une fois, de l'accueil et de la répartition des réfugiés. Il n'y a pas de plan B à une réponse européenne. Mais quand vous avez parlé de ce millier de réfugiés qu'on accueillerait en France donc pour venir en aide à l'Allemagne elle-même, est-ce que ce n'est pas complètement dérisoire par rapport à la situation? Vous le savez, c'est une réponse qui vient en complément
de l'engagement que nous avons pris d'accueillir 24 000 réfugiés dans le cadre, dans les 2 prochaines années, mais ça peut être plus rapide compte tenu de l'évolution de ces mouvements migratoires. Et ces 24 000, c'est parce qu'il y a une nouvelle répartition de 120 000, mais déjà au mois de juillet, vous le savez, il y avait une décision collective sur 40 000 migrants, et donc nous avions déjà accepté d'en accueillir 6 000. Donc au total, nous sommes en fait sur une trentaine de milliers pour lesquels la France a pris volontairement l'engagement, dans le cadre d'une solidarité européenne, d'accueillir des migrants qui sont arrivés, des réfugiés qui sont arrivés dans d'autres pays. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que nous ne continuons pas à accueillir des réfugiés qui se présentent directement en France. Il y en a qui peuvent venir de tas d'autres régions du monde, du Sri Lanka, etc. Donc c'est un effort de solidarité. Et ces 1000, c'est un premier accueil. L'Office des réfugiés, l'Office français des réfugiés et apatrides s'est rendu à Munich, vous le savez, avec des interprètes, avec des personnels, pour dire à un certain nombre de ces réfugiés qui sont venus en Allemagne, parce que souvent les trafiquants leur disent c'est l'Allemagne qui est le pays où vous serez le mieux accueillis. Vous pouvez aussi être accueillis en France, puisqu'au fond c'est en Europe qu'ils viennent chercher l'asile. Comment vous expliquez leur réticence à venir en France? Il semble qu'à Munich, le directeur de l'OFPRA a eu du mal à trouver pas le premier choix, un millier de candidats. Oui, aujourd'hui, c'est un fait. Parce que l'image de la France n'est pas... Non, mais d'ailleurs, c'est une réponse à tous ceux qui voudraient jouer sur les peurs. Faire croire que la France serait le pays qui serait confronté aux afflux les plus importants. D'abord, rappelons une chose. À l'échelle internationale, l'immense majorité des réfugiés, il y a près de 60 millions de personnes déplacées dans le monde, à cause de guerres, à cause de sécheresse, des événements climatiques. Ça nous renvoie d'ailleurs aux enjeux de la conférence de Paris, à cause de dictatures. La plupart sont ça se passe souvent dans des pays en développement, ils sont dans les pays pauvres, ils sont en Afrique, ils sont en Asie. Bon. Ensuite, pour ce qui est du Moyen-Orient et des guerres qui provoquent aujourd'hui ces mouvements de population en Syrie, en Irak, la plupart sont dans les pays voisins. Il y a aujourd'hui près de 4 millions de réfugiés qui sont dans des camps au Liban, un tout petit pays où il y a déjà 1 500 000 réfugiés, en Jordanie, en Turquie. Voilà. Et une partie de ces réfugiés aujourd'hui, parce que la situation s'est aggravée en Syrie, parce qu'il y a eu des problèmes dans des camps de réfugiés du HCR où le programme alimentaire mondial n'a plus suffisamment de moyens et de fonds pour bien traiter les réfugiés. Donc ça nous renvoie aussi à la nécessité d'avoir une action au-delà même des frontières européennes, pris en charge par des trafiquants, par des criminels, par des réseaux de passeurs, ont franchi la Méditerranée et sont arrivés en Europe. Ceux-là, souvent... Les passeurs leur disent c'est l'Allemagne qui vous accueillera le mieux. Parce que l'Allemagne est un pays aujourd'hui où il y a de la croissance, où il y a le plein emploi et où ils ont le sentiment qu'ils trouveront plus facilement un accueil. Vous êtes en charge des affaires européennes. Qu'allez-vous dire aux pays qui, comme le Danemark, comme la Hongrie dont on a parlé, comme la Pologne, comme un certain nombre de pays, disent nous, les réfugiés, on n'en veut pas? Est-ce qu'il faut contraindre? Est-ce qu'il y a des pénalités financières? Ou est-ce qu'on va dire c'est à votre bon vouloir, à votre bon cœur? Bon, d'abord, moi, je constate que le débat évolue, parce que ce que nous faisons, c'est que nous discutons, nous voulons convaincre, nous faisons appel à la raison. Si les gens vous disent non, si ces pays vous disent non... Plusieurs pays qui étaient réticents, vous avez mentionné par exemple le Danemark, ont fait savoir qu'ils acceptaient la proposition que l'Allemagne, la France, avec la Commission européenne, a mis en avant d'une répartition solidaire. D'autres pays qui étaient, semble-t-il, bloqués, y compris en Europe centrale, ont évolué. Je pense à la Pologne qui disait nous n'accueillerions que 2000 migrants et qui aujourd'hui a rehaussé ce chiffre et se rapproche de la demande qui est faite. Et d'autres en revanche refusent complètement. Je voudrais d'abord, c'est ce que nous leur disons et ce que nous allons redire demain, rappeler donc qu'il n'y aura pas d'efficacité dans la réponse, il y a 28 réponses différentes. Deuxièmement, que la solidarité entre États membres, il y a aujourd'hui des pays qui sont devant une situation plus difficile que d'autres. C'est l'Italie depuis déjà beaucoup de temps, depuis plus d'1 an, la Grèce notamment depuis 6 mois, maintenant la Hongrie, des pays voisins et amis dans les Balkans. Ces pays, ils ont besoin d'une solidarité. La solidarité, c'est le principe fondateur de l'Europe. Et les pays qui disent « nous ne sommes pas concernés », après tout, ce sont des migrants... Est-ce qu'on peut les obliger ? Oui, mais d'abord, ce principe, il est très important. Tout le monde, à un moment, a besoin de la solidarité. Donc, personne ne peut dire « je ne suis pas concerné » quand un État membre est dans la difficulté. Oui, mais à un autre moment, les mêmes ont eu besoin de la solidarité européenne. Oui, quand ils ont voulu rejoindre l'Europe, ils ont été aidés. Oui. Il y a eu une solidarité. D'abord, ils ont été accueillis, puis il y a eu des aides. Et demain, 50 ans pour et demain, qui peut dire qu'il n'aura pas besoin de la solidarité sur un autre terrain? Chacun, à un moment, est confronté à des problèmes. Ça peut être des problèmes de sécurité, notamment aux frontières est de l'Europe. Lorsqu'il y a la situation en Ukraine et en Russie, tous les pays de cette région demandent qu'il y ait la solidarité.
européenne et la France s'engage, par exemple, dans les accords de Minsk, pour apaiser la situation. Aujourd'hui, il y a un impératif de solidarité, il y a un impératif d'accueil des réfugiés, et il y a un impératif à avoir une réponse européenne coordonnée. Sinon, c'est l'Europe qui sortira de l'histoire. Nous revenons sur cette question, de ce que l'on peut faire pour obliger en quelque sorte les États, après cette pause d'actualité sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. Nous retrouvons Harlem Désir dans un instant. Retour à International, nous parlons de la question migratoire actuellement en Europe et aux portes de l'Europe, et nous accueillons Harlem Désir, ministre français en charge des affaires européennes. Harlem Désir, avant cette pause, nous évoquions des chiffres, des réalités, les réponses différentes des États européens. Nous parlions de ce qu'il est convenu d'appeler les hotspots, terme un peu vague pour parler de ces centres d'accueil. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, parle de centres de rétention, ce qui est très différent. Ça peut être la solution? Alors, il faut peut-être justement laisser de côté ce terme de hotspot pour dire de quel centre d'enregistrement il s'agit. Il s'agit de mettre en place des centres dans lesquels d'abord puissent être accueillis et donner l'aide humanitaire à des gens qui souvent ont été secourus en mer ou qui ont traversé à pied de très longues étendues avant d'arriver aux frontières de l'Europe. Et là, d'enregistrer ces migrants, de s'assurer de leur identité, de faire en sorte d'ailleurs qu'ils soient à partir de là dans un fichier européen des demandeurs d'asile et que l'on puisse donc voir ceux qui relèvent de l'asile de ceux qui n'en relèvent pas. Ceux qui fuient une situation de persécution, de guerre, aujourd'hui ce sont essentiellement des Syriens, mais il y a aussi des Afghans, il y a aussi des Érythréens par exemple, et faire en sorte que le plus rapidement possible, leurs demandes puissent être traitées pour qu'ils deviennent effectivement des réfugiés politiques en Europe. Aujourd'hui, nous avons fait une réforme du droit d'asile en France, puisque les délais de traitement étaient de l'ordre de 24 mois, même davantage. Ce qui n'était pas du tout bon, ce qui engorgeait d'ailleurs les places d'hébergement et ce qui laissait les gens dans une sorte d'incertitude. Aujourd'hui, grâce à la réforme que Bernard Cazeneuve a fait adopter à l'Assemblée nationale, nous allons réduire ces délais à 9 mois. Pour cette situation exceptionnelle, avec ces centres d'enregistrement, ce à quoi nous voulons aboutir, c'est à des délais de 8 semaines, de 2 mois. Ça sera le cas, par exemple, pour ceux des réfugiés qui ont été est-ce que c'est un centre de rétention depuis ou d'accueil? Ce sont des centres d'accueil, ce sont des centres d'enregistrement. Ceux qui ont vocation à devenir des réfugiés, parce que dès le premier examen, il est facile d'établir ou de prouver qu'ils sont syriens, qu'ils sont irakiens, on ne va pas les mettre dans un centre de rétention. Ceux qui, en revanche, ne relèvent pas de l'asile, et pour que ce système soit soutenable, pour qu'on puisse vraiment accueillir bien ceux qui relèvent de l'asile, il faut effectivement que l'on fasse la part avec ceux qui ne relèvent pas de l'asile, qui sont des migrants économiques. S'ils n'ont pas d'autorisation, il y a des migrants économiques qui ont des autorisations à venir travailler en France. La France en accueille tous les ans. On accueille aussi des étudiants étrangers, on accueille des chefs d'entreprise, etc. Mais ceux qui n'ont pas vocation à venir, eux, peut-être, seront placés dans un centre de rétention. C'est autre chose que le centre d'enregistrement. Et ils devront être renvoyés dans leur pays d'origine. Il faut le faire d'une façon digne. Et là, il faut, je le disais, qu'il y ait un travail avec les pays, en particulier d'Afrique, qui sont concernés, pour qu'il puisse y avoir des perspectives pour la jeunesse, d'emploi, de développement, de croissance. Le Maroc, par exemple, a fait cela avec l'Espagne. Le Sénégal aussi avec l'Espagne, parce qu'il y avait des trafics vis-à-vis des Canaries. Il y avait des gens qui mouraient en mer au large des côtes sénégalaises parce que des trafiquants essayaient de les amener aux Canaries. Donc il y a eu un coup d'arrêt qui a été porté, avec cette distinction qui a été faite entre ceux qui pouvaient être éventuellement recevables à un asile et ceux qui ne l'étaient pas, et ceux qui étaient ramenés au Sénégal. On faisait en sorte aussi d'aider le Sénégal à leur retrouver une situation, à développer des activités économiques, des activités agricoles, etc. Est-ce qu'il y a un travail à faire au niveau du statut des réfugiés, Harlem Désir? Qu'est-ce que vous répondez aux injonctions de l'opposition qui estime qu'il faudrait définir un nouveau statut avec la possibilité de dire, quand les conflits sont terminés, que les gens doivent rentrer chez eux? Oui, j'ai entendu le président du Parti des Républicains, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, invoquer une directive européenne de 2001 qui aurait créé un statut de réfugié de guerre. Et évidemment, j'ai été vérifié dans le texte de cette directive, il n'y a rien de tel. Il y a dans cette directive des mesures de protection temporaire qui sont prévues pour des personnes qui fuient la guerre dans l'attente du traitement de leur demande d'asile. Et d'ailleurs, cela n'empêche en rien que ces personnes qui sont accueillies au titre de
de cette protection temporaire puissent ensuite devenir des réfugiés. Donc d'abord, le statut de réfugié politique tel qu'il existe et qui engage la France depuis toujours, c'est un engagement de la République, c'est un engagement qui tient à nos valeurs universelles. Il inclut évidemment la protection de celles et ceux qui fuient la guerre. Donc il n'y a pas de nécessité de travailler un nouveau statut. C'est un statut qui protège ceux qui risquent une persécution, qui risquent leur vie, que ce soit parce qu'ils sont des opposants politiques poursuivis par une dictature, des minorités religieuses, par exemple. Aujourd'hui, on pense aux yézidis, on pense aux chrétiens d'Orient, on pense aussi au fait que le groupe Daesh pourchasse des gens parce qu'ils sont chiites et que lui est sunnite, ou d'autres sunnites parce qu'ils ne le sont pas à la façon qu'ils souhaitent, mais aussi des réfugiés de guerre. Donc il n'y a pas besoin d'inventer un nouveau terme et de faire croire qu'on pourrait ne pas appliquer le droit d'asile parce qu'on appliquerait une autre disposition. Cette directive de 2001 fait partie de l'arsenal européen qui permet et qui même nous enjoint d'accueillir les réfugiés. Harlem Désir, est-ce que cette décision, la décision d'entrer dans la coalition qui bombarde notamment les positions de l'État islamique, Daesh, en Syrie, est liée à cette crise des réfugiés? Non, cette décision annoncée par le président de la République de vol de reconnaissance pour recueillir du renseignement sur les activités du groupe Daesh en Syrie. Ce que nous faisions jusqu'à présent dans le cadre de la coalition en Irak et qui nous a fait participer et nous fait participer à des frappes en Irak contre les centres de Daesh. On va probablement faire des frappes en Syrie. Voilà, donc étendre, ça c'est le président de la République qui décidera le moment venu en fonction des renseignements qui auront été recueillis justement d'une façon autonome, indépendante par la France, parce que nous ne pouvons pas être dépendants uniquement des informations données par d'autres, les Américains qui, eux, survolent déjà la Syrie. C'est lié au fait qu'il y a une grande partie des centres de décision, de commandement de Daesh qui se trouvent sur le territoire syrien, pas uniquement sur le territoire irakien, et que de toute évidence, les menaces qui peuvent peser sur nous en raison de l'envoi de terroristes, de combattants étrangers ou de leur activation ne sont pas seulement localisées en Irak, mais sont aussi en Syrie. Donc le président de la République, comme il l'a expliqué, veut pouvoir disposer de toutes les capacités de renseignement et d'information nécessaires pour pouvoir, s'il le faut, pourchasser et détruire les terroristes en Syrie, comme on le fait en Irak. Pour pouvoir survoler la Syrie, bombarder en Syrie, il va falloir travailler avec les gens qui sont déjà en Syrie. Bachar el-Assad, les Russes, les Iraniens. C'est un ciel un peu encombré quand même, le ciel syrien. Non, aujourd'hui, c'est la coalition qui agit en Irak avec les Américains qui, pour une part des pays, est également en Syrie, comme nous le sommes maintenant. Donc évidemment, cela se fait en coordination avec les autres aviations qui interviennent dans l'espace aérien syrien, en l'occurrence donc les États-Unis, mais certainement pas avec le régime syrien. Il est évident que nous travaillons en parallèle parce qu'il faut trouver une solution à la situation en Syrie, à une transition politique, et de ce point de vue, notre position n'a pas changé, qui doit se faire avec des éléments du régime, des éléments de l'opposition modérée, mais sans Bachar el-Assad, qui est le responsable de la guerre civile, qui a, en 2011, déclenché cette guerre civile par une répression furieuse, sanguinaire, contre des jeunes, des citoyens, qui en particulier dans la ville de Homs se révoltaient contre la dictature, et il a plongé son pays dans le chaos. Donc il ne peut pas être une partie de la solution, et évidemment, il n'y aura aucune coopération avec Bachar el-Assad dans la recherche d'une solution en Syrie. Malgré tout, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a une évolution de la position française sur la place que l'on doit faire ou pas à Bachar el-Assad, étant donné qu'auparavant on parlait d'un préalable et que lors de sa conférence de presse en début de semaine, François Hollande a dit très exactement, à un moment ou à un autre, il faudra qu'il parte, à un moment ou à un autre. Ça veut dire qu'on a plus de souplesse maintenant à l'égard de Bachar el-Assad? Il faut être précis. Il n'y a pas d'évolution de la position de la France quant au fait que la transition en Syrie qu'il faut rechercher et que nous recherchons en travaillant avec tous nos partenaires internationaux, les États-Unis, les Russes, les Iraniens, ça c'est nouveau depuis qu'ils ont signé l'accord sur le nucléaire, les pays arabes parce qu'ils ont évidemment à s'impliquer dans la recherche d'une solution pacifique en Syrie. Cette solution doit se faire avec des éléments du régime parce qu'il ne s'agit pas d'en finir avec un État
en Syrie. Il faudra un État inclusif, un État qui fasse sa place à toutes les composantes de la société syrienne. Donc ce n'est pas une revanche qui est recherchée, mais sans Bachar el-Assad. Et cela, ça n'a pas changé pour nous. Il est inconcevable d'imaginer qu'il y aura demain la paix en Syrie si on maintient Bachar el-Assad. D'ailleurs, si il y avait un soutien donné par la communauté internationale à Bachar el-Assad, cela ne ferait que renforcer Daesh, qui apparaîtrait comme la seule alternative à ce bourreau. Ce qui a changé, c'est que le président de la République a décidé qu'il fallait que nous soyons en capacité de survoler et, s'il le faut, d'intervenir par des frappes en Syrie. Alors nous parlons depuis le début de cette émission de cette question donc des migrants, des réfugiés. Est-ce que ça veut dire que les autres crises n'existent plus? On a beaucoup parlé de Grexit, la situation de la Grèce. Il y a des élections la semaine prochaine. Est-ce que cette crise-là est réglée? Il n'y a plus de perspective de perdre la Grèce. Est-ce que vous êtes apaisé sur cette question-là? Sur la Grèce, oui, parce que toutes les formations politiques qui se présentent aux élections qui auront lieu le 20 septembre et qui semblent être en mesure de constituer le futur gouvernement disent qu'elles ne remettent pas en cause le programme qui a été négocié cet été. C'est évidemment la position de Syriza et d'Alexis Tsipras, puisque c'est lui qui l'a négocié, même si ça a été une négociation difficile, mais il a obtenu 83 milliards d'aides pour les 3 prochaines années pour la Grèce, une rediscussion de la dette qui aura lieu d'ailleurs au mois d'octobre avec l'Europe et avec le FMI, et un certain nombre de réformes, notamment en matière d'administration, de fiscalité et de justice sociale. Les autres formations principales, l'une qui s'appelle Nouvelle Démocratie, qui était le parti qui gouvernait avant Syriza, a également soutenu ce programme d'aide. Donc je n'ai pas d'inquiétude sur ce plan. Maintenant, il y a une réalité, c'est que pour que ce plan soit un succès, il faudra que l'Europe accompagne la Grèce, notamment sur un volet que le président de la République a très fortement défendu pendant ces négociations difficiles du mois de juillet, c'est qu'un soutien aux investissements en Grèce soit amené. Parce qu'on ne peut pas penser que la Grèce va sortir de la crise si elle est étranglée financièrement. Or, elle a à faire face à des échéances de remboursement très importantes, même s'il y aura donc cette aide, mais il faut qu'il y ait une partie des fonds de l'Europe et du FMI qui puisse être consacré à relancer l'économie, investir dans la modernisation des infrastructures, dans l'éducation, dans la relance de certains secteurs. Donc là, effectivement, il faudra que nous soyons très attentifs. Non, pas de la Grèce. Mais ça ne veut pas dire qu'en Europe, il n'y a pas d'autres dossiers difficiles. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que les opinions européennes sont prêtes à un effacement partiel, un étalement, à quoi? Un haircut de la dette grecque? Un rééchelonnement, on va en parler au mois de... Alors, il faut distinguer. Effacement, on l'a vu dans les débats du mois de juillet, cela ne serait pas accepté. Et d'ailleurs, vous savez que quand vous procédez à des effacements, vous avez le risque de ne plus pouvoir jamais emprunter parce que les gens disent mais vous ne rembourserez pas. Donc c'est pourquoi la solution qui a été trouvée, c'est d'aider la Grèce à pouvoir rembourser des échéances qu'elle avait vis-à-vis de la Banque centrale, vis-à-vis du FMI. C'est ça le sens du plan de 83 milliards d'euros. Et puis qu'elle puisse aussi continuer à fonctionner, payer ses fonctionnaires, payer ses retraites. Mais en même temps, il fallait qu'elle diminue ses frais de fonctionnement parce qu'on ne peut pas durablement vivre au-dessus de ses ressources. Bon. Deuxièmement, la Grèce a aujourd'hui une dette qui est d'un montant que le FMI et d'autres jugent non soutenable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne rééchelonne pas cette dette, il lui est demandé de rembourser tellement tous les mois ou tous les 3 mois qu'elle ne peut jamais s'en sortir, même si sa situation va mieux. Donc la situation de la Grèce, je crois, va s'améliorer grâce aux réformes qui vont être mises en aide et à l'aide européenne. Il ne faudrait pas que tout ça soit gâché par un poids d'une dette héritée du passé et qui n'est pas la responsabilité du gouvernement d'aujourd'hui, qui date d'il y a bien plus longtemps. Donc il y a une discussion que nous souhaitons sur, et c'était un des éléments aussi très importants de l'accord du mois de juillet, sur un rééchelonnement de ce qu'on appelle la maturité des prêts, ça peut être les taux d'intérêt, pour faire en sorte que la Grèce ne soit pas confrontée là, dans les prochaines années, à l'obligation de rembourser une dette qui a atteint 170% de son PIB. Et quelle serait l'ampleur de ce rééchelonnement? Ça va être l'objet de la négociation avec le FMI et ça doit être de nature à ne pas handicaper le redémarrage économique de la Grèce, aussi à permettre, par exemple, la Grèce va devoir procéder à un certain nombre de privatisations. Bon, privatisation, tout le monde en fait. Nous aussi, de temps en temps, nous vendons des parts que nous avons dans telle société, etc. Mais il faut que la Grèce, comme n'importe quel pays, puisse utiliser une partie du produit de ces privatisations
pour réinvestir dans d'autres domaines de son économie. Pas qu'on lui dise tout ce que vous allez avoir, ça va être juste pour rembourser la dette. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas gérer le patrimoine économique de votre pays. On ne va pas demander à la Grèce de vendre, je ne sais pas, ses îles, de vendre. Il faut que ce soit un programme de privatisation qui ait du sens sur le plan économique et qui lui permette de peut-être tirer bénéfice du fait de privatiser certains services. Donc, beaucoup de nos pays privatisent certains aéroports, ça rapporte des ressources, vous les réinvestissez dans une autre industrie qui crée de l'emploi, qui prépare l'avenir. Un autre rendez-vous complexe, probablement pour l'Union européenne, il s'agit du référendum en Grande-Bretagne pour la sortie ou non du Royaume-Uni de l'Union européenne. Est-ce que de ce point de vue-là, la victoire chez les travaillistes de Jeremy Corbyn, qui est présenté comme beaucoup plus à gauche que ses prédécesseurs, est un signe que vous saluez? Alors, je ne veux pas faire le lien entre les deux, parce que je ne sais pas quel sera le lien, puisque Jeremy Corbyn n'a pas indiqué jusqu'à présent s'il allait proposer de soutenir le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne ou au contraire de sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Je crois comprendre que ça va dépendre de la façon dont le débat va évoluer en Grande-Bretagne d'ici au référendum. Mais je voudrais dire une première chose. Nous souhaitons que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Nous pensons que c'est sa place, nous pensons que c'est son intérêt aussi sur le plan économique, y compris par rapport au rôle de sa place financière, qui a intérêt à être lié à l'ensemble de l'économie européenne. Nous pensons que c'est préférable pour elle comme pour l'Europe, parce que nous sommes face à des grands défis. Nous avons parlé de celui de l'immigration, mais on pourrait parler de défis comme celui de l'énergie, par exemple, et du climat. On pourrait parler Vous souhaitez le maintien? Oui, nous souhaitons le maintien. Mais en même temps, ce sont les Britanniques qui vont choisir. Et nous ne voulons pas, et nous n'accepterons pas, de remettre en cause des principes fondamentaux du fonctionnement de l'Union européenne, ceux qui sont dans les traités. Comme la libre circulation. Par exemple, la libre circulation, puisqu'il y a des gens... Ça, c'est non négociable. Non, c'est pas négociable. Il y a des gens en Grande-Bretagne qui disent « nous resterons, mais à condition que, par exemple, les Polonais ne puissent plus venir en Grande-Bretagne ». Bon, alors, s'il n'y a plus de liberté de circulation entre les citoyens, si c'est simplement un marché où les capitaux, les marchandises circulent, mais s'il n'y a plus le fait de construire ensemble un espace politique, et donc de se faire confiance, et donc de pouvoir avoir cette liberté pour les citoyens, c'est plus l'Union européenne. Donc, nous voulons le faire à traité constant. S'il y a des éléments d'amélioration du fonctionnement de l'Union européenne, les Britanniques sont très sensibles à ça, moins de bureaucratie, de la simplification. Nous en sommes tout à fait d'accord. Ça fait partie des choses que nous avons demandé à la Commission européenne. Mais si on voulait remettre en cause les principes fondateurs, y compris les droits sociaux dans l'Union européenne, regardez l'importance qu'il y a aujourd'hui à se battre pour faire respecter les règles sur le détachement des travailleurs, à lutter contre le dumping social. Donc si la Grande-Bretagne demande de remettre en cause des éléments essentiels du modèle démocratique, citoyen et social européen, alors non, nous ne négocierons pas. Mais nous souhaitons que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Et sur la victoire de Corbyn, c'est plutôt un bon signe que quelqu'un qui est marqué très à gauche, vous avez dirigé le Parti socialiste français, donc vous dites c'est plutôt bien. Au moins, il y a une démarcation avec le blairisme d'autrefois. Bon, d'abord, ce n'est plus ma responsabilité. J'ai bien compris. Bon. J'ai parlé au passé. D'abord, je félicite Jeremy Corbyn. Il a été élu très largement. 60% des voix. 60%. Donc, je souhaite qu'il prenne une part importante dans la vie de la social-démocratie européenne, qui a besoin de l'apport du Parti travailliste. Il a été mis à ce poste parce qu'il défend une option anti-austérité. Oui, mais vous parliez tout à l'heure des privatisations en Grèce, lui il est pour les nationalisations. Nous aussi, nous battons contre l'austérité. Nous l'avons fait en demandant en Europe qu'il y ait une autre priorité qui soit donnée, celle à la croissance. D'ailleurs, nous avons été entendus en partie par la Banque Centrale Européenne qui mène une politique beaucoup plus dynamique. Nous avons obtenu le plan Juncker de 315 milliards d'euros d'investissement. Nous avons obtenu qu'il y ait de la flexibilité dans le pacte de stabilité et de croissance. La Grande-Bretagne a toujours été un peu à part parce qu'elle n'est pas dans l'euro, elle n'est pas dans Schengen. Mais le fait de se battre pour un modèle social en Europe, c'est effectivement quelque chose qui rassemble tous les socialistes et sociaux-démocrates. Mais moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que les socialistes et sociaux-démocrates ont pour objectif de gouverner, de gagner les élections, parce que c'est là qu'ils sont le plus utiles aux citoyens et à la construction européenne. Et donc, je souhaite que ce soit le cas aussi en Grande-Bretagne. Mais est-ce que cette vague qu'on a vue en Europe avec Tsipras, Corbyn, peut-être Podemos en Espagne, vous trouvez ça positif ou alors vous trouvez ça inquiétant pour la gauche de gouvernement? Parce que finalement, Tsipras, on ne peut pas dire qu'il est fini exactement gauche de la gauche. Enfin, il mène une politique très réaliste, mais... C'est un produit
à la fois de l'austérité très dure et de la crise, en particulier en Grèce et en Espagne, et d'une exaspération vis-à-vis du système politique. En Grèce, c'était tout à fait frappant. Il y avait à la fois le poids de la crise et des souffrances qu'elle a provoquées dans la population, et le rejet des deux grands partis traditionnels, qui étaient le PASOK et la Nouvelle Démocratie, qui étaient considérés comme n'ayant pas trouvé de solution à la situation sociale et économique du pays, mais comme étant aussi un peu des partis parasites, clientélistes, qui s'étaient installés dans le confort du pouvoir, dans certains cas, avec des problèmes de corruption extrêmement importants. En Espagne, la crise a été très dure aussi, taux de chômage de plus de 25%, pour les jeunes de plus de 50%, ça a provoqué aussi un peu le même type de rejet. J'ai l'impression qu'en Grande-Bretagne, c'est plus un contre-coup de la défaite du Parti travailliste qui provoque en interne au Parti travailliste un virage. C'est un épisode dont on ne sait pas quelles seront les suites, mais qui peut plutôt faire penser à des choses qui se sont passées dans beaucoup de partis socialistes après des défaites, après des déceptions. Je ne sais pas si c'est le reflet d'un mouvement de toute la société. Vous voyez la différence. Et en Espagne, les élections n'ont pas encore eu lieu. Est-ce que ça ne doit pas inquiéter le Parti socialiste qui, après 3 ans, bientôt 4 ou 5 français, de gouvernement, peut se dire qu'il va finir par trinquer face à la mise en place, enfin la poursuite de politiques relativement rigoureuses quand même? Bon, d'abord, moi je veux noter qu'en France, il n'y a pas l'équivalent. On n'a pas assisté à cela. Et il n'y a pas une alternative aux autres formes de la gauche qui auraient émergé. Et tout de même des frondeurs. Et je constate même que par rapport à Syriza, aujourd'hui, la gauche de la gauche en France se divise entre ceux qui se sentent toujours proches d'Alexis Tsipras et ceux qui se sentent proches de ceux qui sont partis de Syriza et de Varoufakis. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces considérations parce qu'encore une fois, ce n'est plus ma fonction. Nous travaillons, nous avons très bien travaillé avec le gouvernement d'Alexis Tsipras parce que c'était le choix du peuple grec que de porter Alexis Tsipras au gouvernement pour permettre à la Grèce de rester dans la zone euro. Parce que c'était le rôle de la France, d'abord en raison des liens que nous avons avec la Grèce, qui représente quand même quelque chose de très particulier dans l'histoire de l'Europe, et parce que c'était l'intégrité de la zone euro, son avenir qui était en jeu. Vous vous rendez compte ce que ça aurait été sur le plan géopolitique avec la crise qu'il y a aujourd'hui dans les Balkans si la Grèce était sortie de l'euro, peut-être de l'Europe. Donc nous travaillons avec les gouvernements que les peuples se choisissent, et nous avons dit depuis le début, ça a été la première prise de position du président de la République après l'élection d'Alexis Tsipras, il n'y a pas une seule politique possible en Europe. Quand les peuples votent une alternance, là ils avaient décidé d'en finir avec l'austérité, ils avaient voté à gauche, ils voulaient une autre politique sur le plan social en Grèce, eh bien il faut l'accepter, il faut à la fois respecter les règles et respecter le vote des peuples. Ça a toujours été la position de la France. Je reviens à la situation des socialistes en Grande-Bretagne. Quand vous observez cela, est-ce que les socialistes en France, ceux qui sont au pouvoir, se disent qu'il faut peut-être prêter une autre oreille, une autre attention aux frondeurs, au discours des frondeurs? Encore une fois, en Grande-Bretagne, c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas tirer des conclusions qui transposeraient une situation à une autre. Les travaillistes sont dans l'opposition et ils ne gouvernent pas. Et ils ont donc un débat qui arrive très souvent quand un parti est dans l'opposition après une nouvelle défaite, deuxième défaite de suite. C'est pourquoi avons-nous perdu? Comment faisons-nous pour arriver au gouvernement? Nous sommes au gouvernement. Notre volonté et notre devoir, notre responsabilité, c'est de montrer comment, en étant au gouvernement, nous apportons des réponses aux situations auxquelles le pays est confronté, auxquelles l'Europe est confrontée par les valeurs de la gauche, mais avec l'efficacité. C'est ce que nous faisons par la politique économique qui consiste à redonner de la compétitivité à l'économie, tout en préservant et même en créant de nouveaux droits pour les salariés, par exemple droit à la formation tout au long de la vie, en renforçant les services publics qui nous semblent essentiels comme l'éducation, qui est le premier budget et qui est la première priorité, en assurant notre responsabilité internationale. C'est la France au Mali, c'est le rôle que joue le président de la République à Minsk, c'est ce que nous faisons aujourd'hui sur la crise des migrants en Europe, et c'est cela qui donne à la gauche et au Parti socialiste des perspectives pour continuer à avoir la confiance des Français. Je ne crois pas que notre rôle, ce soit de rentrer dans les débats internes d'autres formations en Europe. Harlem Désir, on a beaucoup parlé de la question migratoire. Lorsque vous avez été nommé à ce ministère des Affaires européennes, est-ce que vous auriez pu vous attendre à devoir faire de la pédagogie auprès des opinions publiques pour défendre l'Europe? Ça semblait un acquis, et il semble qu'aujourd'hui, les opinions publiques, dans une bonne partie des formations, eh bien, se détournent de cette Europe. Ce que j'ai tout de suite vu, il n'y avait pas besoin d'être
un devin pour cela, c'est la montée des populismes, avec le résultat notamment aux élections européennes, pas seulement en France, dans beaucoup de pays, de partis anti-européens, nationalistes, pour certains même... Qui sont même au pouvoir dans certains pays d'Europe. Oui, parfois qui sont devenus des alliés du pouvoir dans certains pays. Et comme au Danemark dont on parlait. Voilà, et ça pèse sur un gouvernement comme celui-ci. Comment faut-il réagir par rapport à ces partis? Par la peur ou... Non, ce qui, je crois, est frappant aujourd'hui dans la situation européenne, c'est que si vous regardez tous les grands dossiers auxquels nous avons à faire face, que ce soit la question de la sécurité, qui a pris une place beaucoup plus importante qu'on pouvait l'imaginer, en raison de ce qui s'est passé en Ukraine, de la Syrie, la question des migrations, la question du climat, mais aussi les grandes questions économiques, avoir une politique d'énergie qui assure la sécurité énergétique et répondre au changement climatique. Tout cela appelle intellectuellement, et c'est absolument évident, plus de coopération, plus d'intégration européenne. Et dans le même temps, il y a des forces souterraines qui, au contraire, travaillent à la dislocation européenne. L'Europe est face à un choix historique. Soit elle franchit un pas supplémentaire de son unité, et c'est pourquoi il faut un projet politique pour l'Europe, soit au contraire, elle s'effacera de l'histoire. Merci Harlem Désir d'avoir répondu à nos questions sur cette actualité de la migration et sur bien la situation de quelques autres pays d'Europe. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes en charge du ministère donc, des Affaires européennes en France. Excellente suite de programme sur les antennes de RFI, de TV5 Monde, des bonnes lectures du quotidien Le Monde.